dépêche-toi, viens, ce bouquet qui arrive. J'ai fait 28 mois d'armée à l'envers de vous tous. Moi, j'ai fait trois jours. J'étais aspirant parachutiste. J'ai pas sauté, mais je voulais. C'est parti. Bonjour et bienvenue dans Kinopod, le podcast grand écran. Je suis votre hôte, le soldat de première classe, Jean Weber, et mes troufions sont... Jeff Domenech, engagez-vous, rengagez-vous, Kino disait. Francis Weber, c'est con la guerre. Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Week-end à Zuidcote, sans jamais oser le demander. Repos et ravi de vous retrouver, mes cinébuddies, Jeff, soldat des farces spéciales, et Papa Schulz, le général en chef, Il Duce, qui nous fait le grand bonheur, une fois de plus, de revenir au bercail. Mais avant toute chose, n'oubliez pas, comme d'habitude, de liker et de souscrire à la chaîne Abracadapod sur YouTube, avec tous les 15 jours une nouvelle fantastique vidéo de Romain Lenoff, son Katia Lazareva. Et maintenant, conformément à la tradition, voici venu l'heure pour Jeff de nous résumer le film, le fameux pitch, comme si nous étions un gros producteur belge une fois, dans un ascenseur entre deux étages. En juin 1940, à Dunkerque, les soldats français et anglais subissent les bombardements allemands. Parmi eux, le jeune sergent français Julien Maillat. Quel est votre nom ? Maillat. M-A-I-2-L-A-T. Et ses amis soldats, Pinault, Derry et Pierson. On est installés ici depuis hier et on a déjà nos petites habitudes. Pris au piège, ils tentent en vain de regagner l'Angleterre, mais se retrouvent au point de départ sur la plage de Zuidcote. Fatigué et désabusé, Julien fait alors la rencontre de Jeanne, une femme retranchée dans sa maison, en ruine. Pensez-vous que je vais quitter ma maison ? On me prendrait tout ? Mais qu'elle refuse d'abandonner. Magnifique, bravo mon pitchounet. Et maintenant, avant que tu nous parles un peu plus du héros du jour de Kino, du héros de toujours de Kino, un homme que tu as bien connu, Francis, tu vas nous parler de ta première rencontre avec Jean-Paul Belmondo, qui en plus était, ça tombe bien, sur Week-end à Zuidcote, si je ne m'abuse. C'était à Zuidcote, oui, je me rappelle. Et j'ai passé un week-end là-bas en plus. Extraordinaire. En ce moment, sur les plages de Zuidcote près de Dunkerque, le cinéma tente de reconstituer l'atmosphère de 1940 lorsque troupes françaises et britanniques refluaient en désordre sous la poussée allemande pour tenter de gagner l'Angleterre. Je suis parti parce que j'étais à RTL à ce moment-là et on avait écrit une dramatique radio, tu te rends compte ? Et j'ignorais l'ascension fulgurante de Belmondo, c'est-à-dire qu'il était en train de devenir une star. Et on est arrivé, j'avais 20 ans. Ouais. Avec Guy Darbois, le type qui s'est occupé des dossiers de l'écran, avec qui j'avais écrit cette dramatique radio. Et on est arrivé la gueule en fleurs comme ça en disant « Bonjour, monsieur Belmondo, ça vous intéresserait de jouer dans une dramatique radio ?» Et ça pétait de tous les côtés, c'est-à-dire qu'on n'arrêtait pas de sauter avec les autres par terre, parce que Verneuil y allait à fond. Hein. Et il m'a dit, il a été adorable. Vous aviez à peu près le même âge que lui, en fait. Non, on était un peu plus jeunes quand même. Ok. Ouais, mais il était très jeune. Hein. Et elle dit, tu sais, c'est une dramatique radio. Moi, je suis surtout un homme d'image, tu vois, comme ça. Et puis, on est reparti avec notre dramatique radio. Mais je me souviens qu'il a été vraiment très gentil. Ah, ça fait plaisir d'entendre que les gens qu'on admire et qu'on aime sont gentils aussi dans la vie. Mais ça, tu le sais mieux que personne, Jeff. Et au départ, donc, c'est un livre. Tu as lu le livre de Robert Merle ? Un magnifique livre. Ouais. C'est un grand écrivain, Merle. Il a eu le Goncourt pour ça. Ouais. Et je me souviens, j'ai lu le livre il y a 30 ans. Et je me souviens de la dernière phrase. Maillat ne se rendit pas compte qu'il était en train de mourir. C'est magnifique, quoi. C'est super. Bon, Jeff, il y a des choses, il y a des différences entre le livre et le film. Oui. Bah, la fille meurt dans le livre, et pas dans le film. C'est ça. Ouais, non, j'ai noté quelques différences entre les... Oui, alors le livre date de 1949, c'est le prix Goncourt à l'époque. Et toi, tu as adapté des romans déjà, notamment Adieu Poulet. Qu'est-ce que tu prônes ? La fidélité au livre ou comment tu gères le changement de médium ? J'en ai fait qu'un et j'ai tout changé, alors je ne vais pas le juger. Mais c'est Truffaut qui disait que c'est plus difficile de faire une adaptation de livre qu'un film original.
Wow. Et moi, je crois que c'est vrai parce que c'est une cage, un livre, d'une certaine manière. Alors, un type comme Audiard, par exemple, rêvait de faire le voyage au bout de la nuit, mais c'est 600, 700 pages magnifiques. Comment veux-tu ramener ça à un film de 2 heures? Ouais. Et un des rares bouquins qui est un chef-d'œuvre d'adaptation, c'est Autant l'emporte le vent. Margaret Mitchell avait écrit un truc impossible à filmer. Ouais. Et Selznick a usé beaucoup de gens pour le faire avec lui. Et à l'arrivée, ça fait un chef-d'œuvre, tu vois. Ouais. Mais Merle écrit le scénario avec un monsieur qui s'appelle François Boyer. Que Je tu connaissais. Tu connaissais, ouais. Ouais. Et donc c'est intéressant quand l'écrivain participe à l'écriture d'un film aussi, c'est différent. Parce qu'il y a des gens qui disent, enfin Kubrick a éloigné Stephen King au maximum du Shining, tu vois, alors que là, Je comprends aussi. Ouais. D'abord, il y a un leurre qui est que quand un romancier écrit des très bons dialogues dans un livre, on se dit, il suffit de les mettre, ces dialogues, ils sont bons. Ouais. Or, c'est pas vrai. Le dialogue écrit n'a rien à voir avec le dialogue parlé. Et quand tu te cognes à ces dialogues magnifiques, quand tu les as lus, tu te rends compte que quand ils sont dits, ça fait empouler, ça fait pas bon. Quoi. Ouais. Donc, j'ai eu cette expérience avec Laborde, d'Adieu poulet, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que tu peux pas jouer avec ça. Il faut que tu reviennes dans ton style. Ouais. Et Jeff, beaucoup de gens considèrent cette performance de Jean-Paul qui est magnifique, très naturaliste, avant qu'il ne devienne Bebel ou qu'il devienne la star énorme qu'il allait être, et comme ça meilleur. Et comment lui, il aimait ce film? Ça fait partie des films dont on parle le moins souvent Ouais. et que Jean-Paul aimait beaucoup. Ah, voilà. C'est-à-dire que ça n'avait pas été... il a fait quand même, je crois, 3 millions d'entrées, le film, hein, ça a été un succès. Ouais. Mais c'était pas la grande période, quand je dis grande période, c'est grande période au box-office de Jean-Paul des années 70-80. Et c'est un film plutôt méconnu, qui passe moins souvent que les autres, qui passe moins souvent que Le Professionnel ou Flic ou Voyou. Mais c'est un film, je sais, Jean-Paul, ça lui tenait vraiment à cœur. C'est vraiment un film dont il était très fier. Et je me demande si c'est pas un des meilleurs films de Verneuil même. Parce que c'est... Alors, je peux abonder là-dedans. Ah, bien sûr. C'est que j'ai été très surpris par Week-end à Zuidcote, parce que dans ce film, c'est pas un homme d'action, Jean-Paul. C'est un peu l'étranger de Camus perdu dans une guerre. Oui, dans ces dunes tristes. Il déambule dans la guerre en flânant et en se jetant par terre. Et ce que j'ai découvert, c'est qu'il jouait admirablement. Non pas l'homme d'action, mais l'homme de sentiment. Parce que tout ce qu'il fait est dicté par la morale. C'est très curieux. C'est-à-dire que quand la petite Spack se fait agresser par 2 brutes, Salaud! Bande de salauds. il intervient et il tue les 2 hommes. Et il les tue et il dit ensuite avec amertume, j'ai fait la guerre contre les Allemands et j'ai tué 2 Français, tu vois. Et tout ce qu'il fait est dicté par le cœur, Ouais. ce qui est touchant. Et puis c'est une vraie star, et j'ai trouvé qu'il était le ciment qui liait tous ces gens ensemble, si tu veux. Ouais. Ouais. Et tous ont un caractère, parce que Marielle au curé est extraordinaire. Maya, tu n'es pas le seul à avoir de la peine. Marielle est un type qui a tué, parce qu'il faisait la guerre. Et pour un prêtre, tu ne tueras point, tu vois. Ouais. Et ensuite, il porte ça comme un fardeau. On va parler avec Jeff de cette troupe d'acteurs exceptionnelle, parce que alors là, c'est... Il y a une scène qui est très... Alors, déjà, Jean-Paul, comme dit, c'est des anti-héros, c'est pas du tout des héros, des mecs qui sont plutôt désabusés, le rôle de Jean-Paul. Ouais. Et on sent que c'est une mort en sursis, en fait. On le voit déambuler dans ses dunes, etc. On sait à un moment donné, ça va arriver, il sait pas quand. C'est vrai. Parce qu'il n'est pas là pour faire la guerre. Il est déjà presque un fantôme avant. Ouais. Voilà, c'est ça. Et puis le décès de François Perrier, parce que c'est lui dans l'an qui doit aller chercher l'eau. C'est moi qui devrais être là. Mais non, qu'est-ce que tu vas chercher? Si, c'était mon tour d'aller chercher l'eau. Parce que Alors, papa, tu as connu François Perrier aussi, on va pas re-raconter l'anecdote, mais j'ai trouvé que tous ces soldats, un petit peu comme dans le soldat Ryan, sont peut-être aussi un peu vieux, non, pour faire la guerre, parce qu'en général, ils avaient 26 ans. C'est pas ce qui m'a choqué. Tu sais ce qui m'a choqué, moi, Non. c'est qu'il y a 2 écoles de jeu en même temps. Est-ce que je peux imiter Volontiers. Ouais. Ouais. Ceux qui jouaient un peu démodés par rapport à un Belmondo qui est toujours juste, tu vois. Un maudit qui est admirable, on en parlera d'ailleurs. Alors je vous limite, mais je recule un peu par rapport au micro. Et ça donne ça. Prépare-toi. Alors, est-ce que t'es content? Non, non, moi je vais prendre ma mitraillette de merde, quoi. File-moi une tige. Oh, t'es con, quoi. Il jouait comme ça, tu vois. Et on joue plus comme ça. Remarque qu'à la fin, il pouvait plus piffer mon FM. Il me disait, Pinot, parce que je m'appelle Pinot.
Ça te fait pas marrer? Pinot. Oh, ta gueule, toi. Tu vas encore nous faire une poussée d'urticaire. Mais cinglé, je vous dis. Mais c'était des seconds rôles qui étaient habitués à porter, tu vois, comme ça porter. Mais est-ce qu'il n'est pas justement un personnage d'un Titi parisien qui vient faire la guerre, comme c'est pas Rambo, Pierre Mondy. Les Titi parisiens ne sont pas obligés de chanter une tyrolienne, tu vois. Non, mais c'est pas seulement Mondy, il parle de Georges Géret. Tout le monde parle un petit peu comme ça, c'était une façon de... Georges Géret, il est de Besançon. Hey, Jeff. Il est de Besançon. T'as pas Un gars de dit Besançon. Jeff? Aussi Hey, sec. Jeff. Bon, en fait, de toute façon, je vais te dire, Mondy est un immense acteur. Il est Et c'est remarquable. un homme que je connais très personnellement parce qu'il a mis en scène presque toutes mes pièces. Et c'est le personnage du film. Mondy était un malin. Ouais, je vais me saper en civil, puis je vais habiter une maison. J'ai même une quittance de loyer. Quittance bidon. Ouais, pas du tout. J'ai loué une petite ferme près d'ici. Et dans le film, la guerre est une bonne affaire pour lui. C'est ça qui est étonnant. Ouais. Parce que tous ont leur réaction par rapport à la guerre. Marielle porte son péché, mais Mondy, lui, essaye de porter une armoire pour faire un frigidaire, tu vois. Et il veut revendre des trucs aux gens. Veuillez prévenir le médecin auxiliaire cyrillique que le lieutenant Derry demande. Non, il ne s'agit pas de cette égratignure, faites ce que je vous dis, c'est urgent. Mondy est un homme qui, dans le film, est tellement dans sa peau qu'il est génial, tu vois. Je l'ai trouvé remarquable, moi. c'est un- Quand il pense commencer à faire un peu du marché noir, à parler avec les Allemands, tout ça, et Jean-Paul prend un journal, il y a un article de Joséphine Baker. Pégan a formé une armée. Il a repris l'offensive par le sud. Ça se trouve, dans 2 jours, ils sont ici. Il lui fait croire que les Américains vont gagner, etc. Il dit, ah bon, ça commence à l'inquiéter et tout. Et puis cette façon dont il arrive dans l'hôpital et il commence à intriguer pour une petite blessure à la main en invitant l'infirmier à Non. boire du whisky. Il faisait ça dans la vie. Ouais, mais parce que Il ce qui s'est est très... blessé à la main pour faire ma mise en scène. Ouais. Non. Et ce qui est drôle, en fait, c'est qu'il voit même pas qu'il est blessé au départ, donc ça lui fait pas mal. Non. D'un coup, c'est ses potes qui lui font remarquer qu'il est blessé, qu'il a la main sans... Bah quoi? Quoi, ma main? Quoi, quelle main? Ma main. Oh les gars Il parlait de tout autre chose, Parce tu que vois. c'est devenu une opportunité, c'est pas une blessure. Je voulais signaler aussi que qu'il était magnifique dans le téléphone rose que tu as écrit aussi. Oui, mais je te dis, je le connaissais bien. Hein. Ouais. C'est-à-dire que je me suis souvent, non pas disputé, mais un peu accroché avec lui. Aïe. Oh les gars, je me sens partir. Parce qu'il faisait 3 trucs à la fois, etc., etc. Mais c'était un génial acteur et un très bon metteur en scène. Ouais, absolument. À propos de bons metteurs en scène et de gens qu'on aimait, Claude Pinoteau, avec qui j'ai travaillé, j'ai fait un scénario pour lui, toi tu l'as bien connu aussi dans la vie, et il est premier assistant sur le J'ai film. vu ça, mais c'était un des grands premiers assistants. Bien sûr. Comme Sauté, qui Oui. était assistant. Et Costa Gavras aussi, je Costa crois. Gavras. Ouais, ouais. Ah oui, Costa non. était sur le Saint-Jean d'hiver aussi. Avec, Extraordinaire. Donc c'est formidable d'avoir de tels lieutenants à ses côtés quand on a une guerre, comme un film de guerre à mener. Oui, c'est très difficile à faire pour les assistants. Parce que toi, tu es en train de dire, moi j'ai travaillé avec Verneuil, j'ai fait les dialogues de Peur sur la ville, tu Oui, vois. bien sûr. Et je vois très bien Verneuil planté comme un général en disant une explosion à droite, là. Peut-être une petite explosion à gauche, là. Ça doit être ça, tu vois. Mais il y a un magnifique Et travail derrière, il y a un d'explosion. boulot des assistants qui est terrible. Et pour faire bouger ces soldats, parce qu'il y a des milliers de soldats à l'image. Ah, c'est très bien fait. Ouais. ouais. Et il n'y avait pas... Alors, c'était quand même une grosse production pour l'école, mais pour l'époque, mais quand même pas tant que ça. Et ils disaient qu'ils avaient 14 voitures d'époque. Donc, ils les mettaient dans un sens quand il y avait une scène. Et quand il y avait le contre-champ, ils déplaçaient les 14 autres Bien sûr. voitures pour faire croire qu'il y en avait 28. En Un fait, ils en grand avaient classique, 14. un grand classique du cinéma. On sert aussi beaucoup de miroirs aussi pour faire croire qu'on a des... Ouais, j'aimerais beaucoup parler de Catherine Spack. Ah oui, volontiers. Alors, c'est extraordinaire, cette femme, parce que c'est la femme qu'on aimerait haïr. On m'a déjà embrassé, vous savez. Quand mon cousin René vient nous voir, il m'embrasse. Il vous embrasse comment? Sur la joue. Je m'explique. Parce que c'est une formidable actrice, elle est belle, mais c'est Eva qui donc es-tu, Eva qui donc es-tu. C'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien ce qu'elle veut. Elle veut garder cette petite maison coquette entourée par des explosions effroyables. Et il faut mettre des patins pour marcher, alors que tout s'écroule autour, tu vois. Et tu as Belmondo qui ne comprend pas très bien pourquoi elle veut rester près de la mort alors qu'il est près de l'amour, lui, tu vois. Et elle est fantastique parce qu'elle me fait penser à une anecdote très courte qui est une femme qui offre 2 cravates à un homme, tu sais. Le type met une cravate le soir pour lui faire plaisir et lui dit « T'aimes pas l'autre ou quoi ?» Tu vois. C'est-à-dire qu'elle est incohérente et à cause de ça charmante. J'ai trouvé qu'elle était fantastique dans le film. Elle amène formidable. effectivement Mais formidable parce qu'elle amène un mystère imbécile.
Tu sais, il y avait dans Préparez vos mouchoirs, je crois, de Blier, il y avait Carole Laure qui était mystérieuse comme ça. Je lui dis, vous me raccompagnez à mon hôtel? Elle me répond, si vous voulez. Elle s'en fout. Et les deux malheureux, là, Devers et Depardieu, cherchaient à comprendre le mystère de cette femme. Et puis après avoir glosé comme ça pendant, je sais pas, 20 minutes ou 10 minutes, il y en a un qui dit, est-ce qu'elle serait pas un peu con? Tout simplement. Et c'est ça le point d'interrogation magnifique. Est-ce que par hasard, elle serait pas un peu con? Parce qu'elle, elle est complètement idiote, apparemment. En plus, elle ment tout le temps. Elle a une sœur très jolie aussi, elle a une extraordinaire collection de saucissons à la cave, c'est peut-être pour ça qu'elle ne veut pas quitter cette maison. Ouais, moi, je suis resté avec un saucisson toute la guerre. Mais l'image est très belle, j'ai trouvé la photo magnifique de Henri Dequet, dont on parle souvent dans l'émission, un des grands chefs opérateurs. Et tu as connu les frères Hakim? Ah ouais, ça c'est drôle. Ouais. Parce que moi, j'étais sur la plage de Deauville, et il y avait un des frères Hakim qui avait une perruque. Et j'ai voulu faire un truc, parce que mon grand-père était supposé se baigner dans la Volga en cassant la glace, parce que mon grand-père était russe. Et c'était le 1er janvier ou le 2 janvier, je me suis dit, je vais essayer de faire comme mon grand-père, parce que c'est très froid, la mer à Deauville en janvier. Hein. Même en été. Et j'ai couru sur la plage, j'ai retiré mon survêtement, et j'entre dans la mer. Et j'arrive aux genoux dans la mer, et je me tétanise littéralement. C'est-à-dire que j'ai l'impression que je ne pourrais plus sortir. Et je sors, et passent les frères Hakim, qui me demandaient de faire un film pour eux. Et un des frères Hakim, ça m'a frappé, tenait sa perruque comme ça, parce qu'il y avait beaucoup de vent. C'est-à-dire qu'il marchait la main sur la tête. Et moi, j'ai fait comme si j'étais tous les matins dans la mer. Ça va? J'étais tout bleu, je suis parti. Toute petite tangente. Hein. Non, mais j'aime bien, c'est avec les frères Hakim, ça oui, me plaît. Il y a une chose qui est très frappante aussi dans le week-end à Zuidcote. C'est que ces gugus veulent aller sur la plage. C'est-à-dire qu'ils vont se lancer dans un des pires épisodes de la guerre. Tout ça parce qu'ils veulent mettre un petit maillot de bain. C'est extraordinaire, l'ironie de ça et le talent de Merle, l'écrivain. Oui, qui capture cette période de l'histoire. C'est quelques jours, en fait. Ouais. Presque mieux qu'un Christopher Nolan, avec tous les moyens du monde, quelques années après, en fait. Formidable. Ouais. C'est un film que j'aime beaucoup aussi, au demeurant. Les frères Hakim, au départ, ils ont proposé le film à Jean-Pierre Melville, qui a refusé. Verneuil dit OK, et donc ça parle de cette fameuse opération Dynamo, et qui consistait à évacuer plus de 300 000 soldats français et britanniques suite à la bataille de Dunkerque. Et en fait, ce qu'a séduit Verneuil, il disait que c'était justement parce que c'était pas un film de guerre. C'était un film sur des soldats lambda, des anti-héros, et c'est ça qui l'a touché. Ne pas faire un film de guerre de plus, ouais, c'est parce qu'on avait tellement eu. Je te disais, Francis, que par moments, ça me faisait presque penser à une pièce de théâtre, avec ces types sur ces dunes, qui ont ces interactions. Oui, mais à partir du moment où ils s'installent autour de la table, ça devient des comédiens de théâtre. C'est ça, dans un no man's land qui pourrait être n'importe où, en fait. Oui, et ça prouve bien, si tu veux, que le rapport humain dépend assez peu du décor. Oui. C'est fou, hein. Tu prends la place de Derry. La place de Derry, la place de Pierson, la place de Maillard, la place d'Alexandre. C'est que tu peux très bien sympathiser dans l'Apocalypse. Tu sympathises, ils sont 4, comme ça. J'ai reconnu tous les copains de conservatoire de Jean-Paul, Pierre Vernier, Marielle qui était là. Ils sont tous là, hein, même ceux du sud de l'Italie. Et puis tous les seconds rôles sont, quand tout d'un coup, c'est Benoît Barbier, je crois, et Jean-Paul Roussillon. Christian Barbier, voilà. L'homme du Picardie. Et Jean-Paul Roussillon, qui font ces deux Georges et Lenny qui essayent malheureusement d'agresser la pauvre Catherine Spack. Mais attention, il l'agresse. Alors, tu viens? Il y a des tout petits rôles. Il y a même Paul Prébois. Oui, c'est vrai. Parce que Paul Prébois, il se plaint, il fait, mais comment ça, on met les morts sur des charrettes, et nous on marche à pied, mais comment ça se fait? Qu'est-ce que c'est que cette guerre? Les morts, on les balade en auto, et nous on se tape la route à pince. Tu préférerais le contraire? Et comment que je préférerais le contraire, ouais. Et surtout Vernier qui accepte de transporter les deux assaillants de la petite Spack. Salut mon pote. Salut. C'est ton copain? Non, c'est pas mon copain. Tu me donnes une tige, oui, et l'autre tu files son paquet, c'est-à-dire que c'est incroyable. Mais tu as remarqué à quel point j'ai trouvé le dialogue magnifique, parce que j'ai pas trouvé qu'il était justement trop compliqué, trop empoulé, trop argotique, et en dehors de cette façon de parler que tu as dénoncé un petit... Je trouve que c'est très simple ce que se disent ces gens,
et qui n'a pas justement ce côté Oui, un peu... mais c'est un très grand livre. Ouais. C'est ça la vraie chance. Il a souvent été adapté à l'écran, puisqu'il y a eu Malville, La Ouais. mort est mon métier, et Le jour du dauphin aussi. Oui, mais c'est avec Pierre Boulle, Ouais. qui lui est devenu international, Pareil, avec ouais. Planète des singes. Avec tous ces Et les trucs. deux ont fait la guerre, puisqu'en fait c'est leurs souvenirs qu'ils dépeignent chacun Ouais. dans le pont de la Darquoise. Quand ils abattent le parachutiste allemand, ça c'était pas dans le livre. Les deux bonnes sœurs, là, les soldats qui en bonnes sœurs, ce n'est pas aussi dans le livre. Comment ça s'appelle, Georges Géré Lapinot qui abat le truc avec son fils, ça, c'est pas dans les livres. Ce sont des trucs qui ont été rajoutés par Verneuil. Ouais. Mais une très belle musique de Maurice Jarre. Il y a Ouais. même une J'ai chanson de trouvé- Charles Aznavour. J'ai trouvé un petit bémol, si j'ose dire, dans la musique de Maurice Jarre, c'est que il a voulu faire une musique qui soit en même temps une musique militaire. Ouais, ça c'est... Et c'est tatam, 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 c'est ça. Eh, t'as pas une tige? Tu vas le faire si tu veux. En fait, si tu veux, Clémenceau avait dit un truc magnifique. Il avait dit « La justice militaire est à la justice, que la musique militaire est à la musique ». Et là, il est tombé dedans, genre. C'est vrai, mais... Dans la jarre, ça. On peut revenir à Jean-Paul, qui a Bien une sûr. décontraction qui deviendrait sa marque de fabrique pour tous ses films. Oui, mais c'est pas encore Belmondo. Non, mais je veux dire... C'est pas encore Bébel. On vient de se taper 200 km à pied en 6 jours. Ça vaut bien un petit week-end, non? Il est naturel, lui ne semble pas surgir d'un Paris révolu. Il est très moderne. C'est vrai. Et surtout, il revenait de sa campagne d'Italie. Ouais. Et elle lui dit, vous ressemblez à mon cousin René ou je sais pas quoi. Il fait, il est comment votre cousin René? Il est comment, le cousin René? Comme vous. Pas beau, mais très sympathique. Il est pas beau comme vous. Parce que Cela Jean-Paul, dit, c'est ce qu'avait dit les critiques de Simon, Jean-Paul. René Simon lui a dit « Tu prendras jamais une fille dans tes bras Ouais. Alors qu'il a un charisme et un charme. Il est pas beau, mais il hallucinant. est sympathique. Vous plaisez aux femmes. Je ne sais pas. Menteur. » C'est formidable. C'est formidable parce qu'il assume, si tu veux, le fait qu'il ne s'était pas encore cassé les dents. Tu sais, je ne sais pas si c'est une légende urbaine, mais il se serait cassé les dents en sautant sur une barre fixe d'appartement pour faire rire ses enfants. Et il s'est cassé toutes les dents de devant, on lui a fait ce sourire Bébel. Et ensuite, il a eu les muscles Bébel. Et à partir de ce moment-là, il est passé dans la starification et le pognon. Oui. Monsieur Wolfoni, aux gazeuses et gélatis? Oui. Josse Beaumont, espionnage et châtaigne. Mais il est déjà quand même une star à l'époque de ce film. Je fais un film Mario, j'ai un rôle pour toi. Un jeune homme charmant, distingué, joli garçon. Tout à fait pour moi. Il a déjà... Il manque le film sur son nom quand même. En tout Ouais, cas, ouais. c'est ça. Il a déjà fait À bout de souffle, il a fait Léon Morin, Le Doulos, tous ces films de première partie de carrière comme Un singe en hiver, Ouais. où il est beaucoup plus acteur, il est beaucoup moins la personnalité de star qu'il façonnerait par la suite. Moi, je pense que la starification d'un homme fait qu'il se cantonne dans ses tics. C'est-à-dire que tout à coup... Oui, mais en même comme- temps, une star, c'est comme Steve McQueen ou Bronson, c'est des gens qui se jouent eux-mêmes, c'est ça, c'est eux qu'on va voir. Et c'est vrai, on se fout du film à la fin. Ouais. Parce que quand il fait des films de moindre valeur, après, on vient voir un Belmondo. Et je me rappelle, moi j'étais en Amérique en train de faire la queue pour voir un film, et il y a un Américain qui est arrivé, et il a dit « I want a ticket for Arnold ». C'était Schwarzenegger, il l'appelait par son prénom, tu vois. C'est ce qui se passait pour Bébel, c'était formidable. Ouais. Et Fufu pour De Funès, et VV pour toi. Je vous demande pourquoi c'est impossible. Why impossible? J'aime bien la scène aussi qu'il fait est-ce que vous parlez anglais? Il fait yes, goalkeeper, corner, penalty. Ah, c'est Alors vrai. Jean-Paul ne parlait pas un mot d'anglais, c'est sûr. Mais il avait été goal en plus, Jean-Paul. C'est ça. Écoutez, je vous arrête tout de suite, on m'a déjà fait le coup à l'armée. Vous savez parler l'anglais? Oui? Bon, alors corvée de shot. Verneuil s'arrachait les peu de cheveux qui lui restaient, le pauvre, parce que lorsqu'il y avait des grosses scènes avec les avions, etc., et les acteurs faisaient des conneries, volontairement, des blagues, c'est obligé de tout refaire. C'est-à-dire quand tu fais arriver 3 avions, etc., qui volent assez bas, c'est compliqué. Et même lors de la scène de l'enterrement de François Perrier, Faudra écrire à sa femme. Oui. il y a Jean-Paul qui a le portefeuille de François Perrier et qui donne les photos à Marielle, comme ça. Et Marielle voit la photo, il doit dire son texte. Évidemment, Jean-Paul lui passe une photo, c'est une femme à poil. Et là,
Il se met à rigoler, et là, Verneuil, sans savoir ce qu'il y a sur le photo, il fait « Jean-Paul !» Il dit « Mais j'ai rien fait !» Et comment tu veux te concentrer, évidemment, l'autre, il doit te montrer une photo d'une veuve éplorée, avec des enfants, et puis il montre une photo de femme à poil. Donc forcément... Tu te rappelles l'histoire très brève, hein, tu la coupes si tu veux, mais c'est Jean Lefebvre qui était marié avec une jeune fille du Nord, enfin qui allait se marier d'une jeune fille du Nord très riche, et qui part tourner le sergent je sais pas quoi avec Jean Marais dans une île. Et il était Lefebvre avec toute une bande, Perrier, etc., je crois. Et il prenait avec sa petite caméra des photos d'un oiseau, d'une fleur, etc. Et puis il préparait un petit film poétique pour sa fiancée. Et quand il était sorti de sa chambre d'hôtel, il se filmait le derrière, tous. C'est-à-dire que tout le monde baissait son pantalon et se filmait le derrière. Et puis il arrive ensuite, et la jeune fille dit à sa famille, on va vous ouais, tu vois le truc, je vais t'envoyer le film que Jean a fait de moi, pour moi, tu vas voir. Je ne l'ai pas vu encore, on s'installe tous, cette famille du Nord s'installe devant le truc, et il y a une quantité de cul qui passe incroyable. Et simplement, tu sais ce qu'elle lui a dit, elle l'a quitté, elle lui a envoyé un mot, c'était simplement « si tu te crois intelligent », alors qu'il était pour rien, lui. Un idiot à Paris. Ouais. Mais ils m'ont dit, c'est vrai, il a son personnage qui est lâche, qui est veule, mais il le joue tellement bien. C'est vraiment... et puis, comme il dit, c'est un opportuniste de la guerre, quoi. Ouais. Et il y en a tellement eu des comme ça. Mais Verneuil a le concours de l'armée française. On sent comme Spielberg qui a le concours de l'armée irlandaise pour faire Paris Ryan. On sent quand même qu'il y a du monde sur cette plage, qu'il y a des tanks, qu'il y a des véhicules militaires. Et ce décor sublime qui brûle derrière, cet hôpital, qui crée une ambiance incroyable. Alors, j'ai remarqué aussi, Jeff, je sais pas si tu as remarqué, que c'est quand même une prequel du Professionnel. Puisqu'on rencontre Darieux, l'instructeur Picard lui-même, qui est l'instructeur de Jocelyn Beaumont dans Le Professionnel, joue un des soldats. Au début du film. Et de l'autre côté, tu sais ce qu'il y a ? Il y a l'Angleterre. Et ils sont peinards en Angleterre. Mais c'est drôle, c'est un film surprise. Ouais. Parce qu'on s'attend à autre chose. Moi, je l'ai vu il n'y a pas très longtemps et je l'ai revu. C'est vraiment une surprise de la part de Verneuil d'abord, qui était l'homme des gros films. Et c'est un gros film, mais discret. Parce qu'en général, quand il y a un titre comme ça, tu attends un film de vacances ou quoi, tu vois, week-end. Ouais. Mais par contre, Robert Merle s'était un peu désolidarisé du film plus tard, dans les années 80. Mais tous les auteurs. Et le film passe au dossier de l'écran, il dit je suis pas vraiment satisfait, en cachant bien qu'il avait participé au film, évidemment. Ouais. Et Verneuil, cette phrase formidable, il avait dit... Quand avec l'âge, on devient frileux, on tire un peu la couverture. Ouais, c'est drôle. C'est ce que disait aussi Hitchcock. Tu take the cover. Il faut qu'il fasse Hitchcock. Il faut le faire. Mais dis-moi, j'ai une question. Est-ce que vous avez parlé, parce que moi, il y a un truc qui m'a frappé avec Jean-Paul, c'est la façon dont il joue avec les objets quand il est dans le film, et c'est un truc très moderne et très acteur studio, que faisait Brando beaucoup. Est-ce que vous avez parlé acteur studio ou ces acteurs un peu de cette époque-là ? Non, j'ai pas parlé. J'ai revu 2 fois le film avec lui, donc une fois pendant le confinement. Mais lui, il était au courant de ce que faisait Brando ou James Dean ou des gens comme ça à l'époque ? Je pense, parce qu'il allait voir les films, donc oui. Mais je sais pas s'il était vraiment dans la méthode Jean-Paul. C'était plutôt un acteur d'instinct. Ouais. Donc... je le vois pas, c'est pas Jean-Paul, c'est pas quelqu'un qui préparait ses rôles, etc. Au contraire, ça lui était reproché. Hein. Il y a des types qui se concentrent beaucoup à l'avance et c'est très bien sur l'écran, ils ont besoin de ça. D'autres sont plus détendus et puis des fois on peut être très détendu et très mauvais aussi. Mais bon, ça fonctionnait bien avec Verneuil. Je parle de cette première partie de carrière où il faisait encore un peu plus le métier d'acteur que simplement le métier de star, qui est pas facile non plus. Bien sûr, c'est le moment, si tu veux, où les acteurs qui sont passés au cinéma ne venaient pas du théâtre. Ouais. C'est très important parce que ceux qui jouent justement en portant, etc. Tu vois, par exemple, un type comme Vincent Cassel joue un peu à la Belmondo, c'est-à-dire que, tu vois, ces films, il ne charge jamais, mais c'est bien fait. Ouais. J'ai une question sur Jean-Paul, justement, cette modernité. C'est à partir de quel moment il s'est fait un corps, Jeff ? Parce que là, il est encore mince, il est très bien bâti, mais il n'a pas ce corps d'athlète qu'il aurait... dans le Magnifique, hein. Il est très travaillé. Là. Dans le Magnifique, à 40 ans, dans le Magnifique. Ouais. Parce qu'avant, il n'a pas vraiment des rôles physiques. Alors, dans Borsalino, il sort aussi il est très bien taillé, dans Borsalino, en 70. Avec ce maillot de bain fantastique, Je pense que c'est au début, fin des années 60, début 70. Parce qu'avant, il n'a pas de rôle physique, vraiment, je crois pas. Hein.
de mémoire, c'est pas... parce qu'il a eu sa période avec Truffaut, etc. C'est vrai que c'est pas possible de se mettre en maillot dans Léon Morin, prêtre. Ou alors il faut un maillot... Il joue au foot avec sa soutane. Jean-Paul, concentrez-vous, lui disait Melville. Coup de chapeau aussi à René Ferracci, qui fait des affiches sublimes du cinéma français. Magnifique affiche. Et bravo Jeff de nous avoir apporté ça, parce que c'est magnifique comme affiche, c'est vrai. Hein. L'inoubliable prix Goncourt, il y a écrit dessus, ouais. C'est vrai. Oh le con! C'est tout ce que tu trouves à dire? Mais arrêtez-le, bon Dieu, dites-lui d'arrêter, quoi! Il y a une scène très belle avec la bombe aussi, tu sais, comme il porte cette bombe comme un bébé. Ça, c'est complètement idiot. Et il l'a fait 3 fois dans sa carrière, dans Un homme et la roca, dans l'âge Koumoun, et là-dedans. Ah, dis donc. Il a fait la bombe, quoi. Voilà, il enlève des mines ou des obus. Mais c'est vrai que là, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il va tripoter cette bombe? Écoute, fous-lui la Mais paix, parce que je bombe. pense je dis pas qu'il est suicidaire. Il y a quand même un peu de mort. Mais, non, mais on peut pas être suicidaire avec 3 mecs à côté de toi qui assistent au non, truc. parce qu'il part derrière, là. Il dit restez là, je m'en occupe. Tous les autres le rejoignent, ils disent, mais laisse tomber. Il reste derrière la dune. Il part derrière la dune et il fait exploser le truc. On pense d'ailleurs justement que même derrière une petite dune qui haute comme pètes. Ça, je me dis, bon, bah, je te laisse, j'ai un rendez-vous. Hein. À propos de derrière une petite dune, il y a quand même le film trahit son budget au moment où l'avion s'écrase. Derrière une dune, grand classique. Oui, et l'explosion est à côté. Quand on n'a pas d'argent pour le faire en vrai. Barrons-nous! Et j'ai trouvé aussi que le film, par moments, ressemblait un peu à une version sérieuse de la 7ème compagnie, quand tu as Mondi et tous ces soldats qui discutent en mangeant. À table! Moi, ça m'a rappelé Alain Poiret, qui était un formidable producteur chez Gaumont, à qui tu lisais un truc très cher, par exemple. Tu disais, alors, ils sont dans la ferme, et tu as toute l'armée allemande qui avance lentement vers eux, avec des touffes d'herbe sur la tête, etc. Il disait, formidable. Mais au moment de passer, si tu veux, il disait, tu penses pas que si on voyait ça de l'intérieur, simplement, en entendant les cris des Allemands. Achtung, etc. Et là, derrière l'avion qui s'écrase derrière. Quelle est la phrase qui horrifiait les producteurs, tu sais, avec les chevaux Ah oui, la mer est démontée, les chevaux deviennent fous dans la cale. Du bateau. Tu dis ça au début du script. Ça, ils deviennent fous, les hommes. She's my wife, Sergeant. I said no woman on the beach. Qu'est-ce qu'il dit? Pas de femme sur la plage. Il y a cette scène aussi avec Marie Dubois qui se marie avec qui est mariée avec le soldat anglais. Et une fois de plus, elle était adorable, Marie Dubois. Ouais. Ben là, je trouve qu'avoir un tout petit casque plat anglais sur une abondante chevelure peroxydée, c'est embêtant parce que chaque fois qu'on la pousse un peu, pof, le casque tombe. C'est sa femme. Une femme n'a pas sa place ici. C'est vrai que c'est pas le meilleur déguisement du monde. Ils vont mettre un casque prussien en pointe et mettre tous ses cheveux en natte, tu vois. Pas du tout, elle était toute... Ceci dit, s'il y avait une personne avec un casque prussien sur ce bateau, ça serait un peu Mel Brooks quand même. Oui, mais c'était bien comme arme. Et comme Claude Sauté, Verneuil déclenche un incendie à côté de Marie Dubois, ce qui n'est pas très prudent. Bravo. Parce qu'il y a une explosion avec une bombe. Voilà. Il travaille, je trouve que je devrais parler du grand travail de casting des grands metteurs en scène, et Verneuil c'est un grand casteur quand même. Parce il prenait les meilleurs. Il prenait de Fernandel à Gabin. Gabin, Delon, il a toujours travaillé avec les plus grandes stars. Gabin, Ventura, Delon. Ouais. Mais c'est pas bête, je trouve. Tant qu'à faire. Oui. C'est mieux qu'Attal, Zardi. Mon lieutenant, si vous voulez venir. Parce que j'ai l'impression qu'il y avait Zardi ou Attal dans l'hôpital. Zardi, il y a Zardi, il est toujours là. C'est drôle. Il n'y a pas que... Qu'est-ce qu'il faisait travailler? Il n'y a pas que Chabrol qui faisait travailler Attal et Zardi, alors. Mais des soldats comme Georges Géret, il a 40 ans, Georges Géret, dans le film, de Beson, il est magnifique. Tu sais pourquoi? C'est le seul qui fait la guerre. Bah oui, c'est vrai, il travaille. Ah, mais sa maîtresse, c'est Rambo déjà, avec sa mitrailleuse. Et surtout, qu'on s'étonne qu'il tire sur les Allemands. Ils vont revenir, les vaches. Mais arrête, fais pas le con, couche-toi. Ils vont revenir, je te dis, aussi sec. Les autres ne veulent qu'une chose, c'est qu'on leur foute la paix, tu vois. Il prend ça comme un métier. Oui, mais surtout, non, ils n'aiment pas les Allemands. Ouais. Hein, les autres se disent, attention, mais tire pas, t'es con, quoi. C'est étonnant comme truc. Ouais. Hé, Pinot, reviens, quoi. Et il y a un très beau plan, justement, il y a Jean-Paul et Marielle, et Pinot qui part derrière les dunes, il y a la mer avec un coucher de soleil. Ouais, c'est beau. Et après, il revient. Ce plan est très, très, très beau. Et il y a aussi une scène qui est très belle, et quand c'est Dupontel qui m'en avait parlé, quand Jean-Paul reconnaît cet officier qui, au début, le bloque avec la voiture. Je me fous de votre capitaine, reculez!
Bon, eh ben moi j'obéis à mon capitaine et j'ai d'ordre à recevoir de personne d'autre. 1 heure plus tard, il le voit mort sur les dunes. Il enlève sa veste, Jean-Paul, on pense qu'il va le recouvrir. Et il pose la veste sur la caméra. C'est un homme de sentiment. Pour dire que c'est... Ne regardez pas, quoi. Ouais, tu vois, ouais. c'était un truc... Ouais. C'est ça ce que je voulais dire, c'est que tout ce qu'il fait, c'est le cœur qui le dicte, c'est pas les muscles. Et puis après, là, plus tard, c'était les muscles qui ça. dictent Mais les là en choses. plus, il est très moderne, comme je disais, il a presque cette distance. Je fais souvent des rapprochements entre les films, mais il a presque cette distanciation et cette légèreté qu'avait Private Joker, c'est Matthew Modine dans Full Metal Jacket, Ouais, c'est vrai. qui est ce type qui est dans cette guerre et il sait pas très bien où il est. Tu vois. Est-ce que tu n'as pas l'impression que tous les soldats, à part les héros qui sont des malades, tous les soldats avaient cette impression d'absurde quand ils étaient dans une guerre? C'est qu'il y a les intelligents qui disaient mais qu'est-ce que c'est que cette guerre? Dans quelques années, ils vont nous vendre leur Mercedes de nouveau. Ce que dit Belmondo d'ailleurs. Et puis il y a ceux qui disaient mais qu'est-ce que je fous ici? C'est fou. Et moi, ma famille, c'est une famille qui a été très meurtrie par la guerre, tu vois, parce que mon père a été gazé en 14, il était croix de guerre, médaille militaire et Légion d'honneur à titre militaire. Il s'est réengagé en 40. Et mon frère a été tué en Algérie, tu vois. Alors dis donc, c'est une connerie la guerre, comme disait Barbara. Ouais. Rappelle-toi. Grosse malheur. Grosse malheur. Il n'y a pas d'acteur anglais connu. Vous avez vu, c'est ça, on voit le budget aussi. Il n'y a pas un David Niven ou quelqu'un genre qui ferait tout d'un coup. Qui fait office de David Niven un ouais, peu. Il c'est fait ça, penser. mais je veux dire, c'est pas non plus le mec qui avait aussi bon, le trou. Il est bon, l'acteur anglais est bon d'ailleurs. Ouais. C'est vrai, mais ça n'a pas ce côté jour le plus long où tous les acteurs sont des gens connus, tu vois ce que je veux dire. C'est vrai. Ouais. C'est vrai que le caractère idéaliste et frondeur du personnage de Belmondo tout le long du film, quand tu as je pense que c'est cette scène de bombardement, quand il y a Marie Dubois qui meurt, qui arrive à survivre à ça, qui fait basculer le film vraiment plus dans la noirceur. Ouais. Et quand il s'adresse au curé, justement, à Marie, il fait « Il est où ton bon Dieu? Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là ?» Ouais, bien sûr. Il est pas dans les dunes, en fait. Parce que là, j'ai vu des mecs en train de mourir comme si c'était un enfer, quoi, tu vois. Tu sais pourquoi tu t'en prends à Dieu, Maya? C'est que tu as besoin de lui. Et Marie lui dit c'est pas dans les dunes que tu vas le trouver. Voilà. C'est beau. C'est vraiment, il y a des superbes dialogues. Quel âge a Marielle à l'époque, à ton avis? À mon avis, il doit avoir 45 ans. 32. Oui, il fait plus vieux. Ouais, mais c'est une autre génération. Il a encore un peu les cheveux. Hein. Il en a encore un peu, ouais. Ouais. Parce que Belmondo me racontait quand il venait à Antigua ou dans son île, en vacances, à ce moment-là, il avait cette façon trumpiste de ramener ses cheveux comme ça, artistiquement. Il plongeait dans la mer, et là, tout partait. Et quand il réémergeait, m'a dit Belmondo, il avait un mouvement de tête pathétique pour essayer de remettre les cheveux en place. Ah ouais. Mais c'était un type formidable. Moi, je l'ai eu dans La Valise. À propos, mon commandant, comment vous êtes fait griller? Une femme. Ah ouais, c'est très bon. Quelle leçon de comédie. Hein, Morlock, on aura tout vu. C'est mal éclairé, non? Écoutez, mon petit vieux, au train où ça se tourne, ces trucs-là, les éclairages, on s'en fout. Oh. Et ces gars-là, Marielle et Rochefort, ils ont commencé à connaître le succès début des années 70. En fait, c'était considéré comme 3 rôles secondaires qui auraient eu tout à coup des premiers rôles. Et mérités, en plus. Ah oui, bien sûr, ouais. Parce qu'il est formidable, par exemple, dans On aura tout vu. Ah oui. Et il est formidable quand il explique, au moment où il y a cette partie fine qui est filmée sur l'écran. Sauter les 2 lesbiennes. Vous arrivez sur une fesse. Alors là, vous sautez les 2 lesbiennes. Vous arrivez sur le petit couple, là. Et puis là, vous voyez ce jeune homme. Ah non, c'est un lampadaire, autant pour moi. Il faut le dire, ça. Hein, il faut le faire. Bah, c'était un acteur qui pouvait faire passer dans les films de Joël Seria ou dans celui-là des choses que personne d'autre ne pouvait dire. Dans la grivoiserie, dans Seria le côté. Était bien d'ailleurs. Ouais. D'accord. Et puis il pouvait te faire tous les matins du monde où il était aussi bouleversant. Moi, je le compare à Gene Hackman quand je le vois dans La Traque aussi, ou des films comme ça. C'est un mec qui a la force d'un Gene Hackman et en même temps la légèreté de cette C'est exactement la bonne comparaison, Gene Hackman et Marielle. Je voulais te poser une question, Jeff. Ouais. Est-ce que c'est la première fois, spoiler alert, que Jean-Paul meurt à l'écran? Non, parce qu'il était mort d'un bout de souffle. Ah oui, c'est vrai. Bravo, 1960. Il est mort 12 fois à l'écran, Jean-Paul, on avait compté. Ah, c'est ça, ouais. Et il est mort une 13e fois, malheureusement. Malheureusement. Ouais. Mais il reste dans nos cœurs. Oui. Et maintenant que celui qui a encore quelque chose à dire sur Week-end à Zuidcote le dise ou qu'il se taise à tout jamais... Bien...
Merci mes cinébuddies, vous avez gagné la bataille de Kinopod et vous fûtes de valeureux soldats. Jeff, tu échappes une fois de plus au peloton d'exécution. Bah oui. J'espère en tout cas que ce podcast donnera envie aux gens qui connaissent pas ce film, parce qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas, de le découvrir. C'est vrai. Ouais, parce que c'est un film qui passe pas souvent et je vous conseille vivement de le regarder. Et tu auras donc une double ration de Gauloise Troupe. Papa, mon ciné daddy, cher à mon cœur, et celui de nos spectateurs, merci de rempiler à chaque fois pour notre plus grande joie. Bah, c'est très gentil de me le dire. Non, c'est vrai, on le pense. Et sous vos applaudissements, comme dit Michel Piccoli dans Le Pré du Danger. On se retrouve très vite pour un nouveau podcast grand écran. En attendant, n'oubliez pas de liker et de souscrire à la chaîne Abracadapod sur YouTube avec plein de surprises et tous les 15 jours, une nouvelle fantastique vidéo du maestro Romain Lenoff, son Katia Lazareva. Wow. Et maintenant, conformément à la tradition, voici venu l'heure de dire vos noms et vos phrases signatures, la fameuse catchphrase. Jeff Domenech. Un week-end dans le sud est bien moins dangereux qu'un week-end à Zuidcote. Francis Weber, réécoutez la superbe chanson de Boris Vian, Le Déserteur. Parfait, je suis Jean Weber pour Kinopod, le podcast militaire de campagne. Et maintenant, c'est pas un pod, c'est du rata, c'est pas de la merde, mais ça viendra. Bravo. Tiens, voilà du kino, voilà du kino. Voilà du kino. J'aime pas cette chanson anti-belge.